tâche spécialisée de la feuille. Là, je parlerai seulement de la photosynthèse. C'est un concept, la photosynthèse, et puis spécialisé, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Ensuite, c'est ce qu'on appelle l'ontologie d'application. Dans ce cas, il dépend à la fois d'un domaine particulier et d'une tâche particulière. Donc, je ne parle plus en général, je parle en précis. Donc, on a 3 niveaux, si on peut dire. Le bas, c'est le plus spécialisé, une tâche précise et un domaine précis. L'oncologie. Je parle de la médecine parce que c'est la plus étudiée, si on peut dire. L'oncologie, ben oui, elle fait partie de la médecine, elle est spécialisée, c'est un spécialiste. Et qu'est-ce qu'il doit faire l'oncologue quand il fait? Donc ça. Puis ensuite, il y a un niveau moyen, c'est un domaine, des moyens, si on peut dire, et des tâches moyennes. Attention, je parle toujours comme ça, moi. C'est-à-dire, il y a un domaine, concept de domaine, et puis ensuite les tâches qui représentent le domaine. Et puis ensuite, on a l'ontologie de haut niveau, celle qu'elle est très abstraite. Et c'est elle. Tout le monde doit se mettre d'accord sur cette ontologie très abstraite. Donc, si on se met tous d'accord, bon, ça c'est très, très abstrait aussi, hein. Il n'y en a pas un concept sans terme, ça n'existe pas. C'est juste pour dire que si on se met tous d'accord dans le monde, les Chinois, les Arabes, bon, ça serait un miracle, et les Américains, on se met tous d'accord, on se met d'accord sur une ontologie de haut niveau. Donc, alors, on a une ontologie, bah, il en existe aussi, donc il y a des ontologies de haut niveau qui existent déjà. Ils sont de haut niveau, tellement haut niveau qu'il n'y a pas de spécialisation. Donc, je ne peux pas dire, bon, il y a un concept en arabe, non, tu spécialises après, s'il te plaît. Donc, il y a action, il y a processus, il y a nom, il y a temps, il y a espace, et puis c'est tout. Et puis ensuite, on spécialise. Si on a une ontologie déjà faite, qui existe déjà, ce qu'on appelle une préexistante, donc elle existe déjà, elle est bien faite. Après, on peut la peupler avec la terminologie française. Donc de là, on peut dire que bon, on a l'être humain, l'être humain, il peut être animal, plante, micro-organisme, et puis la plante au milieu, elle peut, bon, non, je parle en bas, c'est mieux. La synthèse de glucides, si on peut dire, c'est une effet de cause, effet de donc hasila. Elle est causée par la photosynthèse. La photosynthèse, sujet de domaine, donc c'est le domaine de qui? De la feuille. La feuille, elle fait partie avec la racine, avec le tronc, elle fait partie d'un concept qu'on appelle partie du corps. Partie du corps, je le laisse, c'est ça, j'arrive là. Partie du corps de qui? De l'arbre, partie du corps d'un être humain, partie du corps, je ne sais pas quoi. Donc c'est un très, très haut, puis ensuite je spécialise. De qui? Partie du corps de qui? De l'arbre, partie du corps de la plante, etc. Là, je peuple mon ontologie. Je la peuple avec la terminologie française. Dans ce cas, je peux la peupler aussi avec la terminologie arabe. La même chose. J'ai pris une ontologie générale et puis je la peuple avec les termes qui représentent les concepts de quoi je m'occupe. Et dans ce cas, on peut avoir une ontologie, si on peut dire, qu'on peut intégrer et qui peut interagir entre toutes les langues, toutes les cultures. Bien sûr, attention, j'ai toujours dit qu'on peut toujours spécifier quelque chose, on peut toujours extendre, il y a toujours des extensions pour la culture musulmane, pour la culture française, pour la culture, je ne sais pas. Donc ça, c'est des extensions. Mais en général, il y a un concept qui les tient, c'est ce qui m'intéresse le plus. Une autre représentation d'une autre manière, où je la représente formellement comme je viens de le faire. Ici, c'est, on peut dire, une représentation de Waraka. Eh ben, elle peut être partie 2, donc juste من الشجرة نبات كائن. ورقة toujours مكونة من صفحتين وجزء من كتاب وهي وثيقة من مصنوع, etc. Donc, si je fais tout ça, eh ben, on arrivera à une ontologie de la même en arabe, Ka'ini Alia, en français, ontologie top. Et je peux la construire parce que je suis partie du bon pied. C'est pas je fais la mienne toute seule dans mon coin. Non, non, je prends une ontologie de haut niveau qui existe déjà. Je regarde d'abord est-ce qu'il en existe, il en existe, et puis je l'utilise. Ils l'ont utilisé en anglais, en français,
je l'utilise en arabe et j'instancie. Ce qu'on appelle instancier, ça veut dire quoi? C'est représenter le concept avec la terminologie de langue arabe, terminologie de langue française, etc. Alors, en général, je parle méthodologie pour construire une ontologie. Première des choses, si on veut dire, le plus important, c'est l'objectif, comme je viens de le dire. Si vous êtes en train de faire une recherche sur le domaine de la médecine, ben d'accord, faites une ontologie sur le domaine de la médecine. Attention, regardez d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une ontologie préexistante? Il y en a. Utilisez ceux qui sont déjà faits, et puis ensuite vous instanciez en langue arabe. Pourquoi faire? À quoi ça me sert? Pour la médecine, pour l'économie, pour le droit, pour le traitement de la langue, ça dépend. À quoi ça me sert, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on définit d'abord les premières recherches. Les utilisations prévues, en quoi ça, à qui peut servir aussi les utilisateurs, qui va l'utiliser, les linguistes, qui va l'utiliser, c'est pour le web, c'est pour les médecins, donc c'est très important. À ce point-là, pourquoi? Parce que ça m'intéresse de savoir le domaine sémantique. Est-ce que je dois utiliser une connaissance encyclopédique ou une connaissance spécialisée? Encyclopédique, en général, c'est le dictionnaire de la langue. En général, l'islam arabe, c'est une connaissance encyclopédique. Il y en a de tout. Spécialisé, c'est le lexique de la médecine, le lexique de la mécanique, etc. Identifier la terminologie de là, comme je viens de le démontrer, c'est-à-dire waraqa juz'un min al-kitab wa huwa yatakawwanu min safhatain. Donc la terminologie source. Donc la terminologie, il faut donc savoir de quelle terminologie. Comme ça, on identifie la source. Est-ce que j'ai besoin d'un lexique spécialisé en domaine, un lexique en général? Est-ce que je prends un corpus? Est-ce que je prends la source d'information? D'où est-ce que je vais tirer la terminologie? Les propriétés, bien sûr, c'est ce qu'on a dit d'abord, c'est-à-dire les concepts, les relations. Attention, il faut toujours avoir un consensus de toute la communauté du domaine. Donc, c'est pas que tu fais une ontologie comme ça te paraît, parce que c'est comme ça. Il faut qu'elle soit partagée par tout le monde, sinon ça ne sert à rien. Elle doit être réutilisable, elle doit être intégrée, elle doit être, etc. Donc, cohérente et consistante. Consistante, c'est-à-dire que quand même écrit en langage bien formel, etc., donc bien rigoureuse, etc. Donc ça, c'est en général définir juste au début, ce qui n'est pas très très facile, les objectifs, quelles ressources linguistiques, ressources, un corpus, de quoi j'ai besoin, dans quel domaine je suis en train de travailler. Ensuite, on commence à faire la seconde étape, on peut dire la construction de l'ontologie, ou on peut dire la conceptualisation, faire sortir les concepts en soi. Donc, et comment on fait? Ou on fait par une approche descendante, c'est-à-dire on a déjà les ontologies, donc les concepts, pardon, comme je viens de le faire voir, c'est-à-dire que tu as déjà une ontologie, tu as déjà défini les concepts, et puis ensuite tu instancies, si on peut dire, les termes qu'ils représentent. Donc on peut dire des concepts vers la terminologie, on peut le faire. Selon le contraire, c'est-à-dire moi j'ai tout l'ensemble des termes qui représentent les concepts, et puis ensuite je commence à regrouper. J'ai déjà parole, waraqa, shajara, taqib dawi, je les ai déjà. Et puis ensuite je commence à hiérarchiser et classifier en concept. Sinon, il existe aussi la méthode où on a une méthode intermédiaire où on commence par le niveau moyen. C'est-à-dire on a des concepts qui ne sont pas très très spécialisés, mais ils ne sont pas non plus trop généraux. Et puis ensuite on commence à aller un petit peu vers la terminologie. Sinon, on peut toujours aller vers un concept plus général. Ça, en général, c'est l'approche qu'on peut dire.
Attention, chaque concept, chaque relation, elle doit être d'abord définie en langage naturel, non ambigu. Donc on ne peut pas avoir une ambiguïté, si on peut dire, de définition. Pourquoi non ambigu? Parce qu'après, l'ingénieur informatique, il doit la formaliser, la définition doit être formalisée, si on peut dire, en langage bien formel, que ce soit les définitions des concepts et des relations. Et attention, tout ça en prévoyant que l'ontologie que tu es en train de faire, d'abord faire la recherche, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ontologies préexistantes pour pouvoir les intégrer, les utiliser, prévoir que la tienne, elle peut être utilisée et réutilisée. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu l'as fait, bravo, et c'est terminé. Il faut toujours l'utilisation des ontologies existantes avec, quand tu es en train de la faire, savoir que la tienne, après, il faut l'utiliser. Tout ça, après, on a l'évaluation, c'est-à-dire on regarde la confrontation de l'ontologie, on voit les objectifs, est-ce qu'on est arrivé à les objectifs qu'on a fixés dès le début, si on peut dire, est-ce qu'on est arrivé à les avoir, les logiciels, est-ce qu'ils sont bien définis, bien écrits, bien robustes, etc. Les utilisateurs, est-ce qu'ils sont, on peut dire, ils l'utilisent, etc. Pour la réutilisation, pour l'évaluation, une documentation essentielle. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser, ça c'est pas seulement pour les ontologies, pour n'importe quoi. N'importe quelle ressource qu'on fait, il faut documenter. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on perd du temps à comprendre, quand je télécharge quelque chose très très important pour moi, s'il n'est pas documenté, je perds du temps à comprendre, des fois à deviner comment il a été conçu, le logiciel ou le programme qui a été écrit. Ça, c'est très très important, la documentation, quand on l'a fait. Pour les ontologies, même pour n'importe quoi. Pour n'importe quel logiciel que vous faites, dès le début, documentez. Dès le début. Ok, moi j'ai terminé. On peut toujours donner du temps à quitter de toute façon. Okay. Merci Madame Wafa pour cette présentation ontologique. J'espère qu'on a tous maintenant la même compréhension de l'ontologie, c'est pas sûr. Alors, pour un petit peu gagner du temps, je vais inviter, parce qu'il y avait des présentations hier, je vais inviter le professeur Giuliano et le professeur Zouri pour joindre ici Madame Wafa. C'est vous, parce que vous avez fait la présentation. Lisa. Alors, bon, le travail commence maintenant. Donc, ils sont là. Pas mal d'entre vous ont suivi leur présentation depuis hier jusqu'à la dernière de Madame Wafa. Donc, la discussion est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de limite. Tout ce que vous avez dans votre cerveau en termes d'interrogation, vous le projetez sur nos invités distingués qui sont en face de vous. Alors, le plus courageux, Donc, je remercie Madame Wafa pour sa présentation. C'était très clair. Donc, on dirait que c'est un cours pédagogique. Donc, on a pour un débutant, c'était très clair. Bravo. Merci. Donc, quand même, j'ai quelques questions à donner.
Donc, vous avez dit que vous avez parlé de la définition des livres spécifiques. Donc, on doit chercher des livres spécifiques et standards de ressources. Donc, comment on peut dire que voilà, c'est un livre standard? Non, les standards, c'est-à-dire quand même. J'aime bien voir qui parle. Oui, c'est bon comme ça. C'est très important pour moi, très important. Je dois voir qui je parle. Non, les standards, c'est-à-dire que même lorsque j'ai mis une définition, j'ai mis que Marjan Arabi et j'ai donné même la date de l'édition. C'est-à-dire je ne télécharge pas, parce que nous, on a la bonne habitude de télécharger, moi aussi. Hein. C'est pas que moi, avant d'écrire quelque chose, je télécharge. Mais attention, édition, auteur, qui? C'est pas que je télécharge n'importe quoi. Je suis en train de faire une anthologie de la langue arabe. On fait un corpus comme ça à Facebook, il y en a qui le font. Moi je suis trop linguiste, donc je travaille avec les lexiques, je travaille avec des corpus qui sont annotés. Je les ai pris de LTC, je les ai pris de quelque part. Bon, dernièrement, on est en train de faire les anthologies de Ramos, ça c'est très important. Donc, le Ramos Mahet, on le connaît. La dernière édition, ça a été qui? La date de l'édition, c'est laquelle, etc. Sinon, on se trouve avec le web que c'est vraiment n'importe quoi. C'est ça pour moi, la scientificité des ressources lexicales. Il faut avoir des lexiques bien reconnus, bien connus. C'est tout. Très bien, donc avant, je ne savais pas que vous êtes linguistique. Je pensais que vous êtes un informaticien qui fait le traitement automatique data. Donc apparemment, ça me parvient une question rapide avant de passer aux autres questions. Donc si je dis par exemple, je suis un linguistique et faire une thèse pour le traitement automatique en data, comment ça se passe? Moi, je suis de la génération un petit peu plus ancienne, c'est-à-dire je suis linguiste, je ne sais pas programmer pour rien. Pas du tout. Non, en général, je dis toujours que notre domaine de recherche, il est interdisciplinaire. C'est-à-dire, il y a une personne qui sait très bien programmer et une personne qui sait très bien, qu'est-ce que ça veut dire, la langue. D'accord? Et en général, il faut la coopération des deux. Il n'y a pas un ingénieur informaticien qui peut faire quelque chose dans la langue tout seul qui soit parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un linguiste, à part Giuliano, et que des fois je le regarde, qui sait programmer comme il sait programmer lui. Moi, je ne sais pas programmer. Donc, et puis en général, on a toujours besoin, c'est interdisciplinaire. Attention aussi pour l'objectif, c'est-à-dire si je suis en train de faire l'anthologie de la langue, en général, un ingénieur en programmation, un linguiste, ils peuvent s'en sortir. En général, j'ai dit. Hein. La WorldNet, hein, c'est une équipe de ingénieurs en informaticien, linguistes, philosophes, psychologues, pour faire la WorldNet en anglais. Il n'y a pas un spécialiste, un psychologue pour avoir qu'est-ce que c'est que la parole, parce que tu es en train de définir le concept, ou tu le définis bien. Bon, c'est vrai qu'on a des WorldNet arabes, mais c'est pas comme la WorldNet de l'anglais, il n'y a rien à faire. Bah oui, ça fait des années, et c'est une équipe de psychologues, philosophes, et puis ensuite, quand tu fais de spécialisation, tu as besoin de médecine, tu as besoin des médecins, tu as besoin du linguiste, de l'ingénieur informatique et du médecin. Il n'y a pas une personne qui peut faire notre domaine, une seule personne, je ne connais pas. Ils sont très peu, si tu veux, qui sont suffisamment autonomes. Moi, je ne suis pas autonome du tout. Pas du tout. Très bien. Autre question, s'il vous plaît, qui m'est venue un peu ambiguë. Lorsque vous avez parlé de la hiérarchie et de la classification. Donc, je pense parler de la classification au niveau horizontal. Et la hiérarchie sur le niveau vertical. La hiérarchie, elle est verticale. La hiérarchie conceptuelle, c'est-à-dire tu passes d'un concept sous-concept vers un concept plus haut. La substantion, si tu veux. ISA, la relation ISA. Et aussi la relation part-of, donc la relation partie 2. D'accord? Ça te donne une hiérarchie conceptuelle. Tu passes d'un concept à un autre. Les relations lexicales, synonymie, antonymie, etc., elles sont horizontales et en
en général, elles sont sur le même concept. C'est pour ça que vous avez dit c'est classifié, donc. Classification hiérarchique. Donc, hiérarchique, donc je parle de l'ontologie. Classification, c'est horizontal, c'est ce que vous voulez dire. Non, classification, je l'ai utilisé comme terme neutre. Il n'y a pas de domaine, Julia, non? Classification, Est-ce qu'elle a un domaine? Hiérarchie, oui. Oui, classification, je pense que c'est un concept très général, en fait. Général. Tandis que... Taxonomie, elle est lexicale. Oui, les concepts de taxonomie, en fait, est un peu plus historique parce qu'après tout, il remonte à l'histoire des sciences, à la classification de Linnaeus dans les cadres de la botanique, après de la zoologie, en fait, c'est un concept un peu plus limité parce qu'en fait, la taxonomie correspond plus ou moins à l'idée d'hyperonymie ou hyponymie, c'est-à-dire quelque chose qui est un concept, un sous-concept de quelque chose, un concept qui recueille ensemble plusieurs concepts plus spécifiques. Mais c'est intéressant une chose qui m'est venue à l'esprit que on peut penser en général que tout ce qui regarde les ontologies, l'idée de classifier systématiquement la connaissance, est quelque chose qui est venu, bon, historiquement d'Aristote et après dans l'époque moderne, à l'intérieur de la réflexion, d'abord philosophique et puis même appliquée du dit monde occidental. Mais en fait, une chose qu'on ignore assez, même à l'intérieur du monde arabe. Moi, je me suis occupé assez longtemps d'histoire de la pensée linguistique arabe, même d'histoire de la lexicographie. Et en fait, peut-être, on peut dire, je pense qu'on peut dire de façon vraiment assez établie, les exemples les plus anciens des traités lexicographiques qui essaient de classifier tous les concepts de la langue de façon hiérarchique sont dans la tradition de la lexicographie arabe. En particulier, on a un dictionnaire du XIIIe siècle, deuxième XIIIe siècle, qui correspond au 6e, 7e siècle de l'Égypte, qui a été écrit par Ibn Sina. Ou Ibn Saïda. On a deux différentes vocalisations, qui était un lexicographe arabe d'Al-Andalus, qui a écrit deux dictionnaires. Un dictionnaire général qui s'appelait Al-Muhkam, qui était un ordre alphabétique, dans l'ordre d'Al-Khalil, qui connaît un peu l'histoire de la lexicographie arabe. Ce n'est pas vraiment un ordre alphabétique, c'est un peu plus compliqué. Mais l'autre s'appelait Al-Mukhassas. Et c'était un véritable, ce qu'on appelle aujourd'hui thésaurus, un trésor, un dictionnaire hiérarchisé. Et donc, de ces dictionnaires, de la fin du 10e, jusqu'au bout du 13e siècle, un dictionnaire a une grande quantité de volumes, comme tous les grands dictionnaires arabes du Moyen-Âge, où les concepts... Pardon? Ça va. Les concepts... Non. Oui, les concepts ne sont pas... merci. Ne sont pas classifiés de façon alphabétique, mais en commençant par exemple pour l'homme, les parties du corps, et ensemble, on a même pour la première fois l'idée de mettre à côté des noms, par exemple, les adjectifs qui peuvent s'associer avec ces noms. Ça c'est très intéressant parce qu'en fait, je découvre de temps en temps que la tradition grammaticale et lexicographique arabe a vraiment découvert ou anticipé les idées qui ont été appliquées ailleurs bien plus tard. Parce que, par exemple, dans l'histoire de ce qu'on peut appeler ontologie appliquée, le premier exemple moderne d'un trésor, c'est le célèbre Roger Thesaurus, qui a été écrit au début du 19e siècle en anglais, qui essaie de classifier les mots de façon hiérarchique et pas de façon alphabétique.
dans l'histoire de la lexicographie arabe, cela existe bien plus avant et dans des dimensions gigantiques, parce que l'Al-Mukhassas est imprimé dans une quinzaine de volumes. Donc c'est un grand dictionnaire arabe comme le Lisan al-Arab ou des dictionnaires à Paris est plus ancien que le Lisan al-Arab en fait, est plus ancien que le Qamus al-Muhit. Mais c'est un dictionnaire avec une conception tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire organisé selon les idées. Et plus ancien encore, mais pas si grand, pas si complet, mais du 9e siècle, on a un autre dictionnaire peu connu, que c'est le Fiqh al-Lugha d'As-Sa'alibi. Et dans le Fiqh al-Lugha, on a déjà l'idée de classifier les concepts selon des catégories. Mais c'est plus petit, c'est encore un essai qui n'est pas exhaustif, tandis que Ibn Sina a essayé de tout classer. Ça, c'est intéressant, je pense. Historiquement, et même pour comprendre qu'en fait, le monde arabe n'est pas au dehors de ce courant de la pensée, n'est pas quelque chose qui vient seulement de l'extérieur, mais c'est une chose à laquelle l'histoire de la pensée arabe a contribué. Surtout dans le Moyen-Âge, et je pense qu'il peut contribuer encore de façon significante. Merci. D'accord, merci. Monsieur Ali, pour faire la traduction sous cela. Donc une dernière question s'il vous plaît concernant votre profil, c'est informatique. La dernière question c'est l'interopérabilité. Donc j'aimerais bien clarifier le terme, pour quelle raison. Voilà. Je pense que pour moi c'est pas assez clair. Tu vois les informaticiens, tu vois les informaticiens qui stablent leur portabilité. Non, c'est le même terme. C'est le même terme. Interopérabilité, c'est-à-dire que les connaissances qui existent dans un logiciel sont opérables pour un autre logiciel et donc il y a une intégration, une interaction entre les logiciels en ce qui concerne la connaissance qui a été formalisée. Si on n'arrive pas à interagir, à intégrer, surtout même intégrer, intégration aussi, intégration, même interaction. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Si on est en train de travailler vers le web sémantique, même hier, on a dit qu'on a des ressources téléchargeables. Si j'arrive pas à les intégrer, si j'arrive pas à interagir avec ce que tu es en train de faire, c'est pas la peine. Mais pour les ontologies, moi j'ai travaillé aussi sur le moteur morphologique. Je sais que si je ne connais pas le langage dans lequel je perds un temps fou. Et puis ensuite, par contre, on doit tous aller vers que tu peux interagir, intégrer ce que j'ai fait. Et les ontologies, on en a besoin. Sinon, le web sémantique, il ne travaillera jamais. Donc, pour nous, les informaticiens, l'interopérabilité, il a été un petit peu résolu par les services web ou par le standard. Oui, c'est ça, les standards. W3C. Voilà, W3C. Donc, les services web permettent une certaine interopérabilité en termes d'échange de services entre une application et une autre, indépendamment de son langage de programmation. Mais bien sûr, dans l'implémentation, il faut respecter un certain nombre. Un certain nombre. Donc ça, c'est l'interopérabilité. Alors, il y a la portabilité, c'est le fait de changer l'environnement d'exploitation de l'application. Oui. Et là, c'est vrai que les langages de programmation, si vous faites, par exemple, dans un environnement Java, par exemple, si vous programmez avec Java, donc la portabilité est assez intéressante parce que Java se porte bien partout. Mais si vous faites avec un langage de bas niveau comme le C ou le C++, si vous tournez, je parle des ordinateurs puissants, HP, SAN, la portabilité est un problème. Ça ne va pas marcher un peu partout.
Donc, un langage, il faut être quand même, on doit aller vers la standardisation. Mais il y a tout un travail sur les ontologies basées sur les services. Je trouve que c'est intéressant dans ce sens. Alors, je passe à d'autres questions. Alors, avant de poser la question, je vous prie de vous présenter, comme ça tout le monde vous connaît, et surtout le profil. Bonjour, je m'appelle Sadir Rahman, de l'FSDM, Master of Data Analytics and Smart System. Je veux vous remercier infiniment pour votre présence. J'ai deux questions. La première, c'est pour M. Espi. Facebook a déclaré récemment qu'ils ont pu comprendre le texte de Alice in Wonderland. Est-ce que vous avez une initiation pour comprendre le texte et pas seulement les phrases? Ça veut dire le contexte GUI en général. Et la deuxième, c'est pour Mme Wafa. C'est est-ce que vous pensez de la masse de stockage? Ça veut dire si on a 70 millions de mots multipliés par 10 pour construire une arbre d'indexage, je parle de la base de données, pour construire une base de données. La deuxième question. C'est ça. Je réponds à la nouvelle question. Il y a un axe de recherche dans ce domaine qui s'appelle la recherche thématique. La recherche thématique, ça consiste, l'entrée du système, c'est un texte, c'est un document, et la sortie, c'est le thème de ce document. Est-ce que c'est un document de sport, un document de politique, de religion? Et donc, c'est tout un axe de recherche. Ça utilise essentiellement des techniques de classification. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à ta question. C'était ça la question? Non, je veux dire, c'est dans le texte. Il parle plus de la sémantique, c'est ça, c'est du sens d'un paragraphe, par exemple. Par exemple, un paragraphe sur Facebook, c'est plus au niveau sémantique. Au niveau sémantique, pour la langue arabe, c'est pas qu'on est au début, on est à l'avant-début. Même pour les autres langues, hein, c'est-à-dire, et pour le savoir, il suffit de poser des requêtes en français sur Google et regardez ce que vous avez comme sortie. Vous avez une idée sur le niveau, sur le plan sémantique qui est atteint. Parce que Google, c'est la référence. Hein. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez évaluer l'état d'avancement du traitement des langages naturels, utilisez Google. Et à partir de là, vous saurez à quel niveau on est arrivé et vous pouvez même comparer entre les langues. Ça veut dire le niveau atteint pour l'anglais, le niveau atteint par exemple pour le français, pour la langue arabe. Au niveau sémantique, il y a un grand pas à franchir et actuellement, c'est là où les recherches se focalisent. Donc, je pense que c'est difficile de connaître le sens des phrases, en tout cas pour la langue arabe, pour ne pas dire c'est impossible dans l'état actuel des choses. Donc c'est bien pour la langue arabe. Alors je sais que pour le langage latin, il y a des moteurs sémantiques spécialisés par domaine. C'est pas très populaire, mais ça existe, mais c'est assez limité comme. C'est pour l'anglais. Pour l'anglais. En utilisant WordNet. Bon. Alors, la WordNet, c'est. Moi, je suis tombée amoureuse de la WordNet, de l'anglais. Je la regarde, je dis, je la veux en arabe. Quand on aura ça, ben, nous aussi, on pourra faire des logiciels sémantiques. Quand tu as défini chaque parole, alors c'est comme si tu as défini les paroles clés du document. Donc de là, le logiciel, quand il a toutes les définitions, quand tu utilises la WordNet de l'anglais, c'est le meilleur lexique relationnel qui existe, parce que chaque parole est liée avec les autres. Toutes les paroles sont liées entre elles de manière hiérarchique et fonctionnelle, c'est-à-dire une feuille, la fonction diarrhée, la photosynthèse ou la photosynthèse, la cause donc elle est cause de la synthèse du glucose, etc. Donc quand tu auras tous les lexiques, toutes les langues en un lexique relationnel,